D'abord, nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans les jardins de l'école française, de l'école d'Athènes, comme l'année dernière. Nous sommes également très reconnaissants à l'Institut français d'avoir organisé cette nouvelle session de ce festival de philosophie. L'année dernière, certains s'en souviennent peut-être, nous avions évoqué ce que nous avions appelé les métamorphoses de l'amour. Cette année, je crois que nous prenons le même sujet en réalité, mais sous un autre angle, peut-être en essayant d'aller plus au fond des choses, peut-être, sur la thématique des métamorphoses du masculin et des métamorphoses du féminin. Alors je comptais faire une longue introduction, mais qui aurait été beaucoup trop longue. Et donc je voulais simplement, avant de céder la parole à nos deux intervenants pour cette conférence introductive, je voulais simplement vous dire que nous étions une fois encore très heureux de partager ces moments avec vous, public grec. Dans notre esprit, c'est un festival. Donc ça veut dire que c'est un festival, ça veut dire que c'est fondé sur l'échange entre des intervenants qui cette année sont plutôt majoritairement français, me semble-t-il. Mais bien sûr, il y aura des Grecs qui interviendront. Mais surtout, je crois que ce qui avait fait la qualité de la première édition du festival l'année dernière, c'est le fait que ici même, ou sur l'autre espace, il y avait eu je m'en souviens en tout cas, il y avait eu des échanges nourris entre nos intervenants et vous-même. Donc, à nos yeux, vous êtes cher public, l'élément central de ce festival, qu'encore une fois, nous concevons comme un dialogue, un de plus, entre nos deux sociétés, la société grecque, la société française. Et j'espère que ce festival sera l'occasion, tout simplement, de vous présenter un certain nombre de nos réflexions en France sur cette thématique du masculin et du féminin, avec les évolutions que nous observons sur ces thématiques. Mais là, je commencerai à entrer dans le vif du sujet, donc je ne vais certainement pas m'y risquer. Et donc, peut-être Nicolas, le directeur de l'Institut, nous dira un mot. Juste pour question pratique, d'abord, je suis heureux de vous accueillir de nouveau, que vous soyez aussi nombreux que l'année dernière. Donc c'est une conférence inaugurale avec Belinda Cannon et Alexandre Lacroix, que vous aviez pu apprécier, je pense, l'année dernière déjà les interventions. À l'issue de cette conférence, une partie du public, ou le public qui n'est pas encore arrivé, pourra se déplacer aussi du côté de la bibliothèque, où vous aurez concomitamment, avec la conférence suivante, une autre conférence. Vous avez le programme en français et en grec qui vous a été distribué. Voilà. Et tout au cours de la soirée, vous pourrez aller vous abreuver et je crois vous restaurez également légèrement avec des petits sandwichs. Voilà. Merci beaucoup, passez une bonne soirée et demain, revenez demain bien évidemment. Et puis un message donc pour nos amis intervenants qui sont sur le plateau et dans cet espace. Donc aussi pour nos interprètes. Donc vraiment, je vous en conjure, essayez de parler assez lentement pour que nos interprètes puissent vous traduire dans les meilleures conditions possibles. Bienvenue à toutes et à tous. Belinda, Alexandre, à vous. Eh bien, bonsoir. Puisque j'ai le privilège d'ouvrir ce nouveau festival, je vais parler très lentement. Et je vais me contenter peut-être, puisque demain soir je vais parler à 2 reprises, je vais me contenter ce soir de présenter au fond, je dirais, un certain état de la réflexion ou des comportements d'ailleurs concernant le féminisme français contemporain. Et alors évidemment c'est de mon point de vue, donc il est un petit peu biaisé,
Mais quand même, j'espère vous dire à peu près des choses avec lesquelles tout le monde pourra se trouver d'accord. Donc je ne serai pas très longue et je passerai ensuite la parole à Alexandre qui, lui, va vous décoiffer vraiment. Comme vous le savez peut-être, la révolution féministe, dont on peut dire que c'est la grande révolution du XXe siècle, puisque c'est tout ce siècle qui a vu progresser la demande d'égalité des hommes et des femmes, et qui a vu surtout des modifications substantielles dans ces situations des hommes et des femmes, des modifications vraiment très profondes à tout point de vue. Je vais y revenir. Je voudrais juste dire que cette révolution a cette chose très intéressante, et ça n'est pas sans rapport avec le sujet du festival. Elle a ceci d'intéressant que c'est une révolution absolument pacifique. Je pense qu'il n'a pas coulé une goutte de sang pour arriver à ces changements qui sont pourtant plus importants que tout ce qu'on a vu dans l'histoire de l'humanité. La modification des relations hommes-femmes et leur positionnement respectif est une révolution considérable qui vient changer des millénaires d'une situation qui durait sous des formes variées, mais en gros, une inégalité qui durait depuis, aussi loin qu'on le sache, peut-être depuis l'origine de l'humanité. Donc tout à coup, en un siècle, on a vu bouger les choses, et cela de façon, non pas sans lutte, ça sûrement pas, mais en tout cas, finalement, dans des luttes assez pacifiques, pacifiques. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais commencer en disant tout va vraiment très 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 bien et on est sorti d'affaires? Non. Non. On sait aujourd'hui qu'il demeure des problèmes. Je dirais tout de suite d'ailleurs pourquoi, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, mais en France, en tout cas, sur le plan de l'arsenal juridique qui permet d'assurer la position des femmes, les relations hommes-femmes, etc., je crois qu'on a à peu près fait tout ce qu'on pouvait faire. En 2000, a été votée la première, donc la loi sur la parité, c'est-à-dire égale représentation des hommes et des femmes, d'abord dans la vie politique et puis dans les entreprises. Et au fond, en faisant cela, on était arrivé un peu à ce qu'on pouvait faire de plus concernant la situation des femmes. Après, ce qui manque, ce qui reste, ce qui doit encore se modifier, ça n'est plus tant sur le plan juridique, sur le plan des lois, que sur un autre terrain beaucoup plus mouvant, beaucoup plus insaisissable, qui est celui des conduites, des comportements, des mœurs. Je reviendrai sur cette question tout à l'heure. Alors, donc je disais tout à l'heure, tout n'est pas réglé de loin. On sait aujourd'hui que la majeure partie des tâches domestiques, c'est encore le travail des femmes. On sait que pour des raisons assez obscures, pas si claires en tout cas, les salaires à travail égal ne sont pas équivalents. On sait que ce sont plutôt les enfants qui sont pris en charge, que les femmes prennent en charge les enfants. Et enfin, on sait aussi une chose, qui est que la violence, les violences contre les femmes, durent, et qu'on n'a pas encore réglé la question, si jamais elle pourra l'être complètement un jour. Donc, vous voyez qu'il reste des tas de choses à modifier, ce qui fait qu'on peut dire que le combat féministe est toujours d'actualité. Il s'est passé au début du XXIe siècle cet événement, certains l'appellent révolution, je ne suis pas sûre que c'en soit une, qui s'est appelée MeToo. Donc je ne vais pas revenir en arrière, enfin je ne vais pas vous le décrire, mais vous vous souvenez, à la suite partant des États-Unis ou des actrices, d'abord des journalistes, ont analysé les rapports dans le monde du cinéma, les rapports de prédation, et puis ensuite des actrices. Une actrice a commencé à dénoncer ce qui lui était arrivé, a enjoint aux autres femmes
pareillement de dénoncer ce qui leur arrivait. Bref, c'est le fameux mouvement MeToo qui a déferlé sur le monde occidental d'une façon absolument étonnante, absolument extraordinaire. Alors, c'est un mouvement qui est... Est-ce que c'est une révolution? Je ne sais pas. Parce que vous savez, une révolution... Dans une révolution, il y a un avant et un après. Par exemple, quand on décide d'abroger l'esclavage, avant, il y a de l'esclavage, le lendemain, il n'y en a plus. En tout cas, ça devient hors la loi. Quand on décide de donner aux pays le droit de s'autodéterminer, leur indépendance, avant, les pays sont colonisés, après, ils sont indépendants. Pour ce qui relève de la situation des femmes et des violences et de l'inégalité, il n'y a pas un avant et un après. Il y a un mouvement qui est évolutif et qui va prendre du temps. Qui va prendre du temps, et il faut se le dire, ça va prendre du temps. Mais, alors c'est pour ça que je ne parle pas de révolution, parce que c'est plus difficile de parler d'avant et d'après, vous comprenez, dans quelque chose qui est de l'ordre d'un processus. Mais, en tout cas, c'est une évolution majeure. Tout à coup, les femmes se sont mises à dire que ce que c'était que vivre dans la peau d'une femme, dans le corps d'une femme, et combien c'était souvent inquiétant, dangereux. Comment les femmes avaient vécu jusqu'à présent en acceptant des choses absolument inacceptables. Mais vous savez, même moi, ça m'a fait cet effet. Je vous raconte ma petite histoire, mais finalement, je sais que toute ma vie, toute ma jeunesse, j'ai fait attention. Je ne me promenais pas seule n'importe où le soir, où il y avait des choses que je m'interdisais de faire parce que je me disais, là, je me mets en danger. Mais finalement, ça me paraissait presque, je ne dis pas normal, mais je l'avais tellement assimilé que je ne le pensais pas. Et tout à coup arrive MeToo avec ces jeunes femmes qui disent, ben non, nous, on ne veut plus avoir peur dans la rue. C'est extraordinaire de dire ça. C'est extraordinaire d'arriver à dire, mais non, avoir peur, c'est pas normal. Alors, vous voyez, MeToo, ça a fait ça. Ça a fait ces prises de conscience de situations qui étaient là de toute éternité et qui, tout à coup, ne nous sont plus parues aussi naturelles. Un effet fondamental de MeToo, c'est les hommes. On ne le dit pas assez, ça. On dit toujours MeToo, c'est la parole des femmes qui se libère, c'est la possibilité de dire, de mettre en accusation les prédateurs, c'est la honte qui change de camp, enfin, vous savez tout ce qu'on a dit sur MeToo. Mais moi, ce qui m'a frappé à l'époque MeToo, c'est surtout ce que j'ai entendu, ce qui s'est dit, ce qui s'est écrit de la part des hommes. C'est-à-dire que c'est les hommes qui ont pris conscience de quelque chose aussi pendant MeToo. C'est-à-dire qu'ils disaient, ils se sont mis à se dire « Ah, c'est comme ça d'être une femme, ah, c'est comme ça de vivre dans la peau d'une femme ». Et je crois qu'ils ont vraiment découvert quelque chose. Et à mon avis, c'est un des grands bénéfices de ce mouvement de société, c'est que les hommes ont compris, ont perçu ce que c'était que vivre dans la peau d'une femme et que c'était pas très facile, que c'était pas tous les jours drôle. Donc MeToo a été un mouvement, une évolution fondamentale pour les hommes. Alors, peut-être que c'est pas le moment de parler des possibles dérives de MeToo, mais il y en avait. Le mouvement était porteur d'un certain nombre de dérives aussi, qui d'ailleurs se sont parfois actualisées, parfois pas. Mais voilà, MeToo pose des problèmes aussi dans la manière d'accuser, de proclamer, etc. On en parlera peut-être un peu plus tard. Ce que je voudrais dire dans ça, 22, c'est pas le temps où j'ai parlé, là, on est bien d'accord. D'accord. J'ai parlé combien, moi, là? 10 minutes? Non. Bon. Ce que je voulais vous dire aussi dans cette introduction, c'est que, vous savez, les hommes, être un homme et être une femme, ou je ne sais quoi d'autre, être une identité X, c'est une représentation qu'on se fait de soi et qu'on se fait des autres. Et dans cette formulation, j'insiste sur le mot de représentation. C'est-à-dire que
c'est un regard que nous portons sur nos identités qui est la base, le substrat de ce que nous pouvons dire des hommes et des femmes, disons pour simplifier. Quand nous parlons des hommes et des femmes, quand nous parlons des femmes en tout cas, parlons des femmes, nous représentons les choses d'une façon qui est absolument évolutive. Alexandre en parlera, je crois, tout à l'heure. On n'a pas toujours vu la différence des sexes, par exemple, de la même façon à travers le temps. Ça évolue constamment. Et ça, par exemple, la différence des sexes, c'est l'objet de représentation. C'est-à-dire qu'à partir de quelques faits, il y a des faits, bien sûr, il y a du réel, de la biologie, il y a des tas de choses, mais à partir de ces faits, je dis parfois, les faits sont inertes, encore, parce qu'ils demandent encore d'être interprétés. Interprétés, c'est le mot. Et donc, à chaque époque, nous allons interpréter un certain nombre de faits d'une certaine manière. Par exemple, pendant longtemps, on a estimé que les femmes étaient avant tout des mères, des personnes douces, des personnes hospitalières, accueillantes, etc. Après tout, c'était purement une représentation. On peut estimer aussi qu'une femme, c'est tout à fait autre chose. C'est quelqu'un qui a de l'élan, qui veut faire des choses, qui veut construire sa vie, je ne sais pas. En tout cas, je crois qu'il faut garder constamment présente à l'esprit le fait que la question des femmes, telle que nous la posons aujourd'hui, et la question des hommes, je vais trop vite là, c'est l'objet de représentations diverses qui nous traversent, qui sont générées par une époque, un moment de l'histoire, et que ces représentations, après tout, on peut les modifier, on peut les changer, on peut les transformer, on peut les réinterpréter à nouveau frais. J'ajouterais que aujourd'hui, si on observe les comportements moyens, généraux, des hommes et des femmes, on peut constater on peut dire qu'il y a des différences. Je vous dis n'importe quoi, ce qu'on dit régulièrement, les femmes sont plus portées sur la parole, sur l'expression de l'intimité. Elles n'ont pas exactement les mêmes comportements amoureux, elles ne se comportent pas pareillement dans la relation amoureuse, elles n'attendent pas les mêmes choses, elles n'ont pas les mêmes pratiques, etc. Mais ce qui me paraît important de garder à l'esprit, c'est que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire à l'instant, c'est-à-dire maintenant. Mais on ne sait pas comment demain, tous ces comportements, ces conduites, ces attitudes vont changer, vont se modifier. Et je crois qu'il faut laisser ouverte la porte à tous les changements, à toutes les modifications possibles, et qu'il faut toujours adopter les systèmes de représentation qui nous assurent le plus de liberté possible. Et voilà ce que je vous dirais pour ouvrir peut-être ce festival. Pensons constamment, on va peut-être y revenir avec ton intervention, Alexandre, pensons constamment que ce que nous voulons, c'est être libre, et c'est adopter les systèmes de représentation, c'est adopter les conduites sociales, c'est modifier la société de façon à ce que nous puissions constamment exercer cette liberté d'être et de s'inventer constamment. Voilà, je vous remercie. Merci Belinda, merci à tous d'être présents ce soir. C'est un vrai plaisir que d'être là avec vous pour cette deuxième édition du Festival de philosophie. Je vais essayer de parler pas trop vite, c'est mon défaut, je crois. Donc, je vais essayer de songer à me ralentir. Alors, ce que je voudrais vous proposer lors de cette conférence inaugurale, qui sera poursuivie en ce qui me concerne par un cinéphilo demain beaucoup plus interactif, où j'espère qu'on aura des questions, des échanges, des réactions nombreuses. Mais dans cette conférence inaugurale, je voudrais vous proposer un cadre de réflexion et quelques définitions. Un cadre de réflexion
en effet sur cette opposition entre le masculin et le féminin. À mon avis, il faut saisir cette opposition entre le masculin et le féminin dans une perspective assez large et se dire qu'au début de notre modernité, c'est-à-dire au XVIIe siècle, se sont mis en place un certain nombre de dualismes. Le dualisme ou l'opposition entre l'âme et le corps, par exemple. Le dualisme ou l'opposition entre la nature et la culture. Le dynamisme, l'opposition, le dualisme ou l'opposition entre le vrai et le faux. Et puis, bien sûr, entre le masculin et le féminin. Ces dualismes se sont construits, se sont fortifiés, mais tous ces dualismes aujourd'hui sont entrés, pour des raisons différentes d'ailleurs, dans des crises assez profondes. Et parfois, vouloir maintenir dans le monde actuel le dualisme dont nous avons hérité, la pensée dualiste dont nous avons hérité, et qui date du début de la modernité, vouloir la maintenir, ça peut nous conduire à des erreurs ou à des errements philosophiques comme politiques. Je vais prendre deux exemples, et intentionnellement, je vais commencer par prendre l'exemple de l'opposition entre nature et culture, parce qu'il me semble que c'est un sujet moins passionnel et moins investi de sentiments que l'opposition entre le masculin et le féminin, dont je traiterai. Mais un mot sur l'opposition entre nature et culture pour faire sentir ce qui cloche dans le dualisme. Au début de la modernité, donc au XVIIe siècle, Descartes formule un projet dans son discours de la méthode, en 1637, qui est de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. C'est un projet, c'est presque un slogan, c'est une phrase très connue. Et donc, c'est l'idée que la culture peut se placer en surplomb, en quelque sorte, de la nature. C'est un projet scientifique et technique, c'est un projet, en quelque sorte, de domination qui est formulé là. Et cette formulation de l'opposition du dualisme entre nature et culture, ça nous laisse à penser que si on veut le maintenir dans le monde actuel, on devrait faire un choix, par exemple dans la pensée écologique, entre deux courants ou entre deux positions. Une position qui serait pour la défense de la culture, en fait, qui serait traditionnellement l'humanisme, et qui dirait qu'il faut d'abord veiller aux intérêts sociaux, économiques des humains, et dans un deuxième temps, veiller à la santé de nos écosystèmes, mais surtout en cela qu'ils nous menacent s'ils vont mal. Et puis on aurait d'un autre côté une autre position qui, elle, consisterait à dire que c'est la nature qui devrait être au centre. La nature ou le vivant, ou les animaux, les végétaux. Et donc ce serait une vision du monde écocentrée qui met la nature au centre. Donc on aurait à choisir en quelque sorte entre nature et culture ou entre humanisme et écocentrisme. Et si vous êtes dans l'écocentrisme, vous allez devoir contrer les intérêts des humains. Par exemple, vous pouvez même envisager des politiques qui seraient des politiques de décroissance économique, mais aussi de baisse démographique, au nom de la préservation des écosystèmes et des autres vivants présents sur la Terre. Eh bien, vous voyez que ça pose un problème des deux côtés. Un humanisme qui poursuivrait la voie de l'extraction, de la production, qui continuerait à détruire la nature, c'est extrêmement problématique. Mais un écocentrisme qui viendrait contrer systématiquement les intérêts des humains, c'est également très problématique. Donc, au fond, ce qu'on se dit, c'est qu'au XXIe siècle, nous devons raisonner un peu autrement. Nous devons sortir des oppositions, nous devons sortir de ces dualismes, de ces schémas, en fait, de ces schémas de pensée. Et nous avons d'ailleurs les moyens de le faire, puisque nous savons que nous sommes rentrés dans l'Anthropocène, c'est-à-dire dans une époque où l'humanité, par son action, modifie le climat, modifie le sol, et que donc des entités ou des choses qui seraient complètement naturelles, comme le climat, le sol, l'eau, ça n'existe plus. Il y a des traces de notre passage et de notre activité un petit peu partout sur la Terre. En fait, il y a dans la pensée écologique un slogan que j'aime bien, qui tourne pas mal sur Internet, je ne l'ai pas inventé, qui dit « Nous ne voulons pas aujourd'hui défendre la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Vous voyez que cette phrase très simple fait complètement tomber le mode de pensée dualiste, c'est-à-dire on pense une intrication, on se pense nous-mêmes être humains comme nature. Là, ça devient intéressant. Et la question que je vais me poser au terme de cet exposé, c'est est-ce qu'on peut avoir un slogan ou une phrase qui serait un peu du même genre pour le masculin et le féminin? Est-ce que j'ai été clair jusqu'ici? À peu près clair? Oui. Alors, je poursuis. Pour le masculin et le féminin, de même, on a un mode de pensée dualiste qui s'est mis en place et on pourrait être conduit dans cette logique un peu binaire
à se dire mais on va défendre soit le masculin, soit le féminin, par exemple. C'est à peu près le même geste que celui que je nommais tout à l'heure. Alors, défendre le masculin exclusivement, ça ne se fait pas tellement en philosophie ou chez les intellectuels. Par contre, sur les réseaux sociaux, ça se fait beaucoup. C'est ce qu'on appelle le masculinisme. Et il y a des influenceurs masculinistes. L'un des plus connus d'entre eux est sous les verrous. Enfin, il vient de sortir de prison, mais il y retournera sans doute suite à des accusations de proxénétisme. C'est Andrew Tate en Roumanie. Mais enfin, il y en a d'autres et ce sont des courants influents. Et on voit bien l'erreur dans laquelle se fourvoient les masculinistes en voulant défendre dans le pôle masculin, dans l'opposition schématique masculin-féminin. Et puis, il y a du côté de certaines utopies féministes radicales quelque chose qui serait un peu le pendant du masculinisme. À vrai dire, c'est plus sympathique, mais je pense au Scum Manifesto, donc un texte de 1967 d'une féministe qui s'appelle Valérie Solanas, par rapport à laquelle toutes les autres féministes qui sont venues après sont un peu molles. Parce que ce qu'elle propose dans le Scum Manifesto, c'est de créer une société de femmes, de tuer les hommes et d'en limiter le nombre survivant vraiment au minimum nécessaire pour la reproduction et les mettre dans des espèces de prisons ou de résidences surveillées sans contact avec la société des femmes. Donc par rapport à ça, on n'est jamais allé aussi loin. Mais vous voyez qu'on a la construction de deux défenses ou de deux argumentaires, l'un du côté du masculin et de l'autre du côté du féminin, qui ont l'air d'être complètement irréductibles l'un à l'autre. Alors, dans le monde de la pensée féministe, il y a une autre opposition schématique qui a beaucoup occupé les gens dans les années 80, 90, et à mon sens, qui est aussi une impasse, c'est l'opposition entre celles qu'on appelait les différentialistes, ou qu'on appelle encore les différentialistes, et donc qui ne cessent d'affirmer la différence du masculin et du féminin, et puis celles qui sont universalistes chez les féministes, celles et ceux d'ailleurs, il y a des féministes hommes, et qui veulent l'égalité des droits, mais aussi l'égalité réelle, et qui n'ont de cesse d'araser ou de critiquer les différences. Alors, dans le premier camp, chez les différentialistes, on aura en philosophie quelqu'un comme Lucie Rigaret, je vais parler de féministes françaises, ou Sylviane Agacinski. Elles sont un peu différentes, mais elles renvoient les femmes à l'expérience, à leurs yeux centrales, de la grossesse, de la maternité, qui prédispose à une sorte de pensée du soin ou d'ouverture à l'autre, selon elles. Et puis, du côté des universalistes, eh bien, en France, on a Elisabeth Badinter, c'est notre grande championne de l'universalisme, qui s'est livrée à une critique, à une déconstruction assez radicale de la notion même d'instinct maternel. Et là encore, on se dit qu'on a envie de sortir, que c'est un peu binaire tout ça, différentialisme, universalisme, qu'on s'enferre un peu dans des problématiques sans fin, des discussions sans fin, les universalistes étant accusés de nier l'existence d'une différence, donc de nier les corps, les différentialistes de renvoyer toujours les femmes à la maternité, ce qui est de les renvoyer un peu au foyer. Et on se dit qu'on ne sort pas d'une opposition stérile. Alors comment faire pour en sortir? C'est ça la question. Ça va, je suis toujours clair? Alors, il y a un auteur tout à fait bizarre, qu'on ne cite pas d'habitude quand on parle du masculin et du féminin, mais que je voudrais citer ici, qui s'est suicidé à l'âge de 23 ans en 1903. À son enterrement était présent Sigmund Freud ou un autre grand philosophe, Wittgenstein. C'est un juif viennois, Otto Weininger, qui a écrit un livre qui s'appelle Sexe et caractère, qu'il a publié juste avant de se tuer. Et ce livre, c'est à la fois le sommet de la misogynie, on n'a jamais fait plus misogyne, et c'est aussi la fin de la pensée binaire ou du binarisme, de la binarité. J'explique pourquoi. Otto Weininger commence par définir le féminin et le masculin de la manière la plus traditionnelle qui soit et la plus misogyne qui soit. Les femmes, pour lui, c'est le corps. Les femmes, c'est l'affect, c'est le sentiment. Les femmes ne pensent pas. Elles n'ont pas accès aux sciences, elles n'ont pas accès à la philosophie. C'est dit une fois pour toutes, c'est net, c'est comme ça qu'il voit les choses. Et l'homme, au contraire, c'est le principe actif, rationnel. C'est le logos, c'est la maîtrise du savoir, sont les sciences et la philosophie. Donc jusque-là, on a vraiment l'argumentaire le plus basique, le plus traditionnel qui soit. Mais immédiatement après, il développe un autre argument qui met tout en l'air, en quelque sorte. Ce qu'il dit, c'est que chacun de nous a une composante masculine et une composante féminine, et que c'est en proportion inverse. Donc il y a des femmes qui sont, mettons, à 52% F,
parce qu'après, il parle de H et F, il fait des proportions, et donc 48% M, et des hommes qui sont à, je ne sais pas, 60% M et 40% F. Dans ce cas-là, d'ailleurs, l'âme sœur, c'est-à-dire pour se marier, il faut veiller à avoir quelqu'un qui a les mêmes proportions, mais en ordre inverse. C'est-à-dire que l'homme qui aurait 60% de masculinité s'entendra bien avec une femme qui a 60% de féminité, selon Otto Weininger. Il donne un autre conseil qui aurait beaucoup surpris les gens, enfin, dont se délecteraient aujourd'hui les Valérie Solanas ou peut-être Virginie Despentes. Il dit que pour se sortir de l'enfer dans lequel se met l'humanité, il faut que les femmes deviennent masculines. Parce que les hommes ne feront d'elles que des prostituées ou des mères, et que si elles veulent s'émanciper de ces statuts inférieurs, il faut qu'elles abandonnent le corps, qu'elles aillent du côté de la philosophie des sciences, et donc qu'elles deviennent masculines, lesbiennes, hein, et qu'elles arrêtent d'enfanter. Il est clairement pour la fin de la démographie et de la reproduction de l'humanité, et d'ailleurs, il est très cohérent, puisqu'il s'est tué quelque temps après avoir publié son livre. Mais donc, il y a un grand plaidoyer pour les femmes masculines qui est tout à fait sidérant si on regarde la date 1903. Alors, à partir de là, j'ai l'impression qu'on peut ouvrir un peu la discussion et poser des définitions. Le sexe, qu'est-ce que c'est? Le sexe, on a l'impression que c'est très simple, hein, que c'est le biologique, le médical, et qu'on doit pouvoir en fournir une définition scientifique. Oui, mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que la définition médicale classique, celle que vous trouvez sur Wikipédia, mais que vous trouvez aussi dans les manuels de médecine un peu classiques, dit la chose suivante: le mâle est en biologie un organisme ou un organe produisant des gamètes motiles dans le cadre de la reproduction sexuée anisogame. Donc des gamètes motiles, des gamètes qui bougent. Humain-femelle, enfin, ou la femelle, définition médicale classique, un organisme ou un organe produisant des gamètes non motiles, riches en réserves nutritives dans le cadre de la même reproduction. Alors, c'est pas mal comme définition, mais il y a quand même juste un problème. D'abord, il y a l'infertilité, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ne produisent pas de spermatozoïdes, alors qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des femmes qui sont en situation d'anovulation, alors qu'est-ce qu'on en fait? On peut même se dire que, est-ce qu'à partir du moment où on ne produit plus de gamètes, c'est fini? Alors qu'est-ce qu'on fait de la ménopause? Alors, est-ce qu'on cesse d'être une femme après la ménopause? On voit que cette définition classique, qui a l'air frappée au coin du bon sens, on a l'impression qu'on ne peut rien dire contre une telle définition, ben, elle a l'air de rejeter en dehors du masculin et du féminin pas mal de monde. Alors, aujourd'hui, c'est une vision un peu différente des choses qui tentent à s'imposer en médecine et dans les manuels ou dans les recommandations de l'OMS. C'est un jeu à 3 dimensions. Définir ce que c'est qu'un homme ou une femme. Il y a des chromosomes, majoritairement XX ou XY, mais enfin, il n'y a pas que ça. L'intersexuation, ça existe, mais il y a aussi, on ne le sait pas toujours, des hommes XXY, des femmes XY, des femmes avec un seul X, etc. En fait, il y a une certaine variabilité des chromosomes, ça reste des exceptions. Il faut prendre en compte donc les chromosomes, il faut prendre en compte également les organes génitaux externes et internes. Et là aussi, il y a des variations. Et puis enfin, il faut prendre en compte les hormones. Et c'est ça qui fout un peu tout par terre, parce que les hormones, ce sont des taux. C'est éminemment variable, même d'un individu à l'autre, qui ont les mêmes chromosomes et les mêmes organes génitaux. Donc on se retrouve en médecine avec un éventail de situations, et parfois des cas un peu bizarres à trancher. Le cas, par exemple, d'une athlète intersexuée, Caster Semenya, qui est une femme XY, coureuse, championne. Mais il se trouve que son taux d'hormones, et ça, c'est pas contesté, puisque d'apparence, c'est une femme, les organes génitaux, c'est une femme. Le problème, c'est que son taux de testostérone n'est pas du tout celui qui est considéré comme étant normal, entre guillemets, pour une femme, si bien que le tribunal arbitral du sport l'a condamnée à prendre des hormones pour faire baisser sa testostérone. C'est-à-dire, pour devenir une femme, elle devait prendre des hormones. Alors, vous voyez, c'est très bizarre. On se retrouve dans des situations, certes, c'est un cas exceptionnel, mais ça fait réfléchir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sexe, qui a l'air d'être médical et biologique, c'est quand même une réalité soumise à interprétation. C'est pour ça que la dimension du genre, on parle beaucoup du genre, et d'ailleurs, il y a eu une recommandation en 2019 de l'OMS qui a dit, face à vos patients, posez-vous des questions sur le sexe et des questions sur le genre. C'est une recommandation pour les personnels de santé, hein, pour les médecins, les chirurgiens,
pas que des questions sur le sexe. Posez-vous les deux types de questions. Eh bien, le genre, ce sont les rôles sociaux, les rôles politiques. Par exemple, si on habille plutôt les hommes en bleu et que le rose est plutôt la couleur des femmes. D'ailleurs, ça marche bien ce soir. Non, je plaisante. Non, mais je plaisante qu'à moitié. En fait, ça marche assez bien. En tout cas, ça, ce sont des rôles sociaux. C'est le genre. Mais on voit bien que ces constructions de rôles sociaux, ces constructions politiques, ces constructions de normes de comportement qui font que, je ne sais pas, il va être plus évident pour un homme de prendre la parole en public que pour une femme, ce genre de choses. Ces constructions du genre, elles vont en quelque sorte rétroagir sur le sexe. Et c'est peut-être ça qui est difficile à comprendre. Au cours de l'histoire, à partir d'une même observation des corps, on a eu des visions assez différentes de ce qu'est le genre, mais on a même aussi eu des visions assez différentes de ce que c'est que le sexe. Il y a eu, je vais me résumer assez vite, il y a eu 3 périodes. Et là, je vous renvoie à un travail, si vous voulez approfondir ce point, un travail d'un historien remarquable, il s'appelle Thomas Laqueur. Et il a écrit La fabrique des sexes. Il y a eu 3 grandes périodes. Sous l'Ancien Régime et jusqu'au XVIIIe siècle, on a un modèle unisexe. Les médecins, comme la société en général, pensent en effet qu'il n'y a qu'un seul sexe vraiment développé et entièrement constitué. C'est le sexe masculin, c'est le phallus. Les ovaires sont des testicules rentrés. Le clitoris est un phallus, est un pénis avorté, pas complètement développé. En fait, la femme, c'est un homme moins. Mais à l'intérieur de ce modèle du sexe unique, qui est vraiment le sexe qu'on trouve dans les traités de médecine au XVIe siècle, au XVe siècle, quand on lit les passages sur le clitoris, c'est tout à fait ça. Eh bien, en fait, ce modèle, il permet une grande variabilité. On admet au XVIIIe siècle qu'il y ait des hommes efféminés et des femmes homasses. Parce qu'à l'intérieur du sexe unique, vous pouvez être n'importe où en termes de réalisation du masculin plein et entier. Vous êtes toujours de l'homme moins, mais c'est toute une échelle. Vous voyez, c'est pas binaire. Et ce qu'a montré Thomas Laqueur, c'est que le binarisme ou le dualisme se fortifie, enfin apparaît au XVIIIe siècle, mais se fortifie beaucoup au XIXe et au XXe siècle. Autrement dit, ce mode de pensée dualiste dont je vous parlais, pour le masculin et le féminin, il est d'apparition plutôt récente, et c'est très 19e et 20e siècle. C'est très lié à la répartition des rôles sociaux dans une certaine société occidentale bourgeoise. Alors, la bonne nouvelle, et je vais faire vite, c'est qu'on est en train d'en sortir. On est en train de sortir du dualisme, parce que et la médecine, et la sociologie, et les études de genre nous incitent fortement à penser une variabilité des identités en au moins 3 dimensions. Médicale ou biologique d'abord, ça j'en ai un peu parlé. En termes d'orientation sexuelle, on sait qu'il y a toujours eu une ouverture des possibles, mais enfin, il y a une reconnaissance de l'existence de cette ouverture des possibles, et il y a une multiplicité d'orientations sexuelles. Et puis enfin, en termes de rôles genrés, les rôles genrés aussi se sont modifiés. Il y a beaucoup de manières d'être une femme ou d'être un homme dans notre société qui sont différentes. Ce qui fait que j'aboutis à ma conclusion. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que si on sort du dualisme en matière de masculin et de féminin, ou de la pensée binaire en termes de masculin ou de féminin, on va pouvoir produire une phrase qui ressemble un peu à la petite phrase de tout à l'heure. Vous vous souvenez? Nous ne sommes pas pour défendre la nature, nous sommes la nature qui se défend. Je ne crois pas tellement qu'il faille défendre en soi les femmes, s'il faut le faire en réalité. Il faut toujours défendre les minorités menacées et les femmes. Mais je pense qu'on pourrait dire la chose suivante. Si nous avons envie de défendre un certain pluralisme en matière de sexe et de genre, en matière d'orientation sexuelle, ce n'est pas qu'on a envie de défendre des communautés. À mon avis, ce n'est pas, en tout cas comme ça que moi, personnellement, je vois les choses. C'est plutôt que ça vaut le coup de défendre notre propre liberté sexuelle. Autrement dit, en défendant un grand éventail, une grande gamme de possibilités d'exprimer ce que c'est qu'être un homme, une femme ou autre chose, ce qu'on défend ultimement, c'est la possibilité soi-même de mener toutes les expériences. Voilà, je vous remercie. Ça marche? Oui. Merci à Belinda Cannon et Alexandre Lacroix pour ces exposés extrêmement clairs et stimulants.
maintenant, c'est au public que je me tourne, c'est vers le public que je me tourne, pour savoir s'il y a des questions, des remarques, des commentaires. Je vois des gens qui se lèvent. Je sais qu'il y a le buffet, mais bon. Oui, je vais vous faire une... Je ne vois pas de main se lever. Si, voilà. Je vais vous faire une remarque. Je suis là. Vous avez déjà un micro. Oui, j'ai un micro. Et je voudrais faire une remarque pour Madame Belinda, parce que les sociétés patriarcales ont été précédées par des sociétés matriarcales. Donc les rapports hommes-femmes n'ont jamais été les mêmes. On a l'impression, parce que dans le proche passé, c'était comme ça. Mais en fait, ce n'est pas comme ça. Alors, je ne sais pas si Mina voulait répondre. Je crois que c'est contesté, l'existence de sociétés matriarcales qui auraient précédé l'instauration du patriarcat. Oui, moi, en tout cas, vu mes dernières informations, il n'y a pas de société matriarcale. Il y a une ou deux sociétés à travers le monde, en Chine notamment, où ça ne se passe pas exactement selon le modèle patriarcal habituel, mais enfin, la manière dont passe le pouvoir et la puissance dans les sociétés, ça a toujours été par les hommes et dans des sociétés patriarcales. Ce dont personnellement je ne tire aucune conséquence, si ce n'est qu'il faut que ça change. Mais voilà, c'est comme ça a été ainsi, et maintenant, on se transforme. Vous savez, je dis toujours, les humains sont des bipèdes terrestres. Est-ce que ça les empêche de voler, de nager? Non. Je veux dire que les humains inventent des nouvelles modalités d'être qui leur permettent constamment de dépasser soit leur détermination physique, biologique, soit de briser les habitudes sociales, disons. Mais voilà, donc, en tout cas, monsieur, vraiment, les sociétés patriarcales, il faut que vous me montriez où, quand, comment, parce que je sache, il n'y en a pas. Pardon? Vous avez dit les sociétés patriarcales. Ah oui. Je peux ajouter juste un mot là-dessus. Le matriarcat, c'est le titre d'un livre d'un savant allemand à la fin du 19e siècle, qui est publié vers 1890. C'est une grosse somme de 800 pages. C'est un mythe. C'est un mythe qui a fait fortune, qui a été repris sans cesse par des anthropologues et des savants, qui a beaucoup étonné son époque, qui a été une sorte de best-seller en son temps, mais c'est une fabrication de toutes pièces. Par contre, il y a un mot à dire sur les sociétés du néolithique. Il y a un travail qui a été fait notamment par Françoise Héritier qui est extrêmement intéressant. Ce ne sont pas des matriarcats au sens où les femmes ne possèdent pas le pouvoir, mais ce sont des sociétés qui étaient beaucoup plus coopératives. Et pourquoi elles étaient coopératives? Pas pour une bonne raison. Pas parce que les hommes étaient doux et gentils envers les femmes, mais parce que la survie était menacée à chaque moment. En fait, parce qu'on tombait comme des mouches et qu'on vivait très peu de temps. Donc il y avait une espèce d'entraide permanente extrêmement pragmatique dans un monde où l'espérance de vie était faible. Oui, l'homme éduquait souvent les enfants parce que la femme était morte, et vice-versa, et les tâches étaient entièrement partagées. Mais ça n'est pas du matriarcat. Très bien. Je vous donne la parole, monsieur. Je crois qu'il nous reste 2 minutes 50. Non. Et je m'adresse à Alexandre Lacroix en disant que vous avez contesté le binarisme oppositionnel classique, traditionnel entre le masculin et le féminin, et vous avez essayé de nous montrer de dépasser ce binarisme. Moi, je ne vous pose pas une question, mais quand même, dans les années 70, 60, il y avait le grand mouvement de déconstruction de Derrida, où il parle de différences sexuelles. Excusez-moi pour la parenthèse, pour nous les traducteurs grecs, on traduit différences sexuelles, sexualité diaphora, où il y a le sexe, du point de vue biologique. Alors, on a des monastères. Alors, qu'est-ce que vous faites? On a
inventé, a trouvé un autre mot, emphilidiaphora, où c'est très proche de ce qu'on dit de gendre. Mais je me réfère à Derrida en disant que pour moi, il y a un danger, n'est-ce pas? Il y a un danger. Et on dépasse l'opposition binaire, je suis tout à fait d'accord, mais il y a un danger de relativisme quand même. Et Derrida ne serait pas d'accord. Mais moi, je dirais qu'il y a quand même, excusez-moi pour les mots, il y a une, oh là là, j'ai trouvé les mots, il y a la dominance. Il y a une dominance qui, quand même, distingue le féminin et le masculin qui existe, bien qu'il y a, comment dirais-je, vous avez tout à fait raison, des différences à l'intérieur même. Il y a une différence, une grande différence à l'intérieur de ce qu'on dit entre beaucoup de guillemets, l'identité masculine, même l'identité féminine. Je finis en disant, je suis très heureux en ce qui concerne le final de votre discussion, et je vous pose une question en disant que vous n'avez pas défendu des communautés, si vous voulez, relativistes, relatives, des communautés qui défendent le masculin et le féminin, et vous avez défendu la liberté sexuelle. Et bon point de vue, c'était une, comment dirais-je, j'ai bien compris, c'était une défense du communautarisme en ce qui concerne la différence sexuelle, pas du point de vue biologique. Je vous remercie. Peut-être avant de répondre, Alexandre, on va donner la parole à une troisième et dernière question, oui, puisqu'on a un emploi du temps serré à respecter. Donc alors, je vous laisse parler. Vous répondrez l'un et l'autre ou l'un et l'autre. Oui, alors je suis le... Ça fonctionne? Merci. Alors je suis le troisième homme à prendre la parole, donc ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire. La binarité, est-ce que c'est aussi, parce que vous avez évoqué le 19e siècle, c'est aussi une façon des États finalement d'intégrer le sexe biologique dans l'état civil pour des raisons de contrôle démographique et aussi de savoir le nombre d'hommes à mobiliser en cas de guerre, parce que c'est un critère à avoir à l'œil en cas de guerre, voilà, tout simplement. C'est une question générale que je me pose. Et est-ce que c'est encore, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on pourrait finalement passer dans la sphère privée et de dire le sexe biologique, c'est du ressort du privé, et est-ce qu'il y a encore besoin de l'intégrer dans l'état civil? Je peux peut-être répondre à la première question, puis ce serait aussi intéressant d'avoir ton point de vue sur la binarité, Belinda. Sur la première question, moi, ce qui m'intéresse, ou ce qui je trouve fascinant, c'est que Derrida est allé très loin. Dans un livre d'entretien, il est allé jusqu'à dire qu'il y avait une infinité de sexes. Bon, ça laisse un peu pantois. Ce qu'il voulait dire, c'est que peut-être qu'on pouvait se dire qu'il fallait envisager la différence sexuelle plutôt comme un continuum, où toutes les positions intermédiaires sont possibles, un peu comme on peut faire tenir un infini entre 1 et 2, quoi, ou quelque chose comme ça. Mais c'est un peu étrange. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la bataille ne se passe pas sur le terrain des idées. En fait, certes, elle a été pensée par des gens comme Derrida, par des féministes, mais aujourd'hui, l'éclatement du modèle binaire, on le vit. Ce sont des faits. Ce sont des luttes, ce sont des mouvements en marche, ce sont des livres, ce sont des films, ce sont des représentations qui sont bousculées et ce sont des phénomènes sociaux. Et ça, je trouve ça extrêmement stimulant. C'est-à-dire, je ne vous ai pas fait simplement une histoire de l'idée du masculin et du féminin. J'ai l'impression que cette histoire de l'idée du masculin et du féminin est quand même portée par une évolution des mœurs. Vous verrez, venez au Cinéphilo demain, vous verrez un truc, c'est que la manière dont les hommes et les femmes se parlent dans un extrait de film des années 60, plus personne ne pourrait tourner ça aujourd'hui. C'est même quasiment insupportable à voir. Donc c'est allé très vite. Voilà. Et sur la binarité, je ne sais pas si tu veux enchaîner un petit peu. C'est une question, la question que vous posez, elle est quasiment, je ne sais pas, sociopolitique. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on marque dans l'état civil les sexes? Je n'ai pas la réponse à ça. La seule chose que je pourrais dire, en tout cas, c'est que moi, dans la manière dont j'essaie de me représenter les choses, je distinguerais au moins, enfin, pas mal de domaines, mais là, pour ce qui concerne notre petit sujet,
Je distinguerai le genre, qui relève en effet des comportements sociaux purs. Et là-dessus, on a énormément évolué, et c'est parfait. Je le distinguerai de l'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle, c'est un domaine extrêmement, intime et insaisissable. Et c'est peut-être là-dessus que notre société a évolué le plus remarquablement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les orientations sexuelles sont possibles, sont admises, en tout cas sont en passe de l'être et elles le seront. Les orientations sexuelles, c'est-à-dire avec qui je choisis d'avoir une interaction sexuelle, hein, c'est ça. Et puis après, il y a la question du sexe. Alors moi, je suis moins, moi, il me semble qu'il reste un petit fait qui résiste à tout ce qu'on est en train de dire, mais je n'en tire aucune conclusion, je tiens à le dire tout de suite, c'est que pour faire des enfants, il faut un homme et une femme. Et là-dessus, je suis un peu obligée d'en tenir compte dans mon raisonnement, même si, encore une fois, je ne dis pas ce que j'en conclus ou ce qu'il faut en conclure, mais ce n'est pas complètement une vue de l'esprit. S'il y a bien une chose qui n'est pas une vue de l'esprit, disons, c'est qu'il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Alexandre. Ouais, peut-être juste un mot là-dessus. Il s'est passé un truc dingue au niveau de l'état civil il y a 3 ans en France. Je ne sais pas où vous en êtes en Grèce, mais auparavant, quand on était trans et qu'on voulait faire reconnaître son changement d'état civil, il était demandé qu'il y ait des modifications physiques irréversibles. Autrement dit, pour un homme, plutôt une opération, une vaginoplastie, et pour une femme, on allait moins loin, on ne distribue pas facilement du phallus, donc pas une phalloplastie, mais une stérilisation. Des recours ont été posés devant la Cour de justice européenne disant que ça incitait des gens qui ne le souhaitaient pas forcément à des formes de mutilation. En fait, que ça contrariait les droits humains. Et la France, sachant qu'elle allait être condamnée pour cette manière de faire, a modifié la loi, ce qui fait que désormais on peut être reconnu comme... on peut modifier son état civil sans avoir eu de modification chirurgicale, de chirurgie. Ce qui veut dire que du point de vue de l'état civil, il va y avoir des hommes enceints. Ça va arriver. C'est une modification juridique, mais vous voyez comment le juridique et le social interagissent. Il y aura des hommes enceints et on va se retrouver dans des situations, en fait, où ce que je vous décrivais là dans le domaine des idées va se réaliser, c'est-à-dire que nos repères dualistes ont du mal ou ne fonctionnent plus pour cadrer le réel. Alors, je crois qu'en Grèce, une disposition identique existe dans la législation. Je crois qu'à partir de l'âge de 15 ans, on peut demander un changement d'état civil sans avoir besoin d'avoir recours à des opérations chirurgicales lourdes. Voilà. Très bien, on va s'arrêter là. Donc, pour la suite du programme, que vous avez sans doute sous les yeux, ici va se tenir dans quelques minutes une conférence avec Lucille Pétavin et Arthur Dreyfus, qui n'est pas cité dans le programme, mais que nous sommes heureux de recevoir.